et messieurs, bonjour, bienvenue dans Nopinden. On vous a donné rendez-vous hier et nous avons honoré le rendez-vous. On espère que vous aussi, vous avez honoré votre rendez-vous et que vous êtes avec nous. Avec la bonne humeur, on va vous en donner encore plus ce matin. Je suis comme à l'accoutumée, je dirais depuis quelques jours, avec Jennifer Sativi. Ce matin encore. Bonjour Jenny. Bonjour Heureuse, bonjour également aux amis téléspectateurs. J'espère que vous êtes bien réveillés, que vous avez la forme et que vous êtes bien installés. Alors, ce matin, mesdames et messieurs, le plat de résistance de notre émission, c'est quoi? Un fait de société, mais pas en tant que tel. On entre un peu dans le domaine de l'éducation. Alors, on va parler des cantines scolaires. Est-ce que c'est un mal nécessaire? Est-ce que c'est indispensable pour nos enfants? On va aborder la thématique tout à l'heure, Jennifer Sativi. Absolument. Hein. Parfois, la cantine scolaire dans les écoles privées, il faut le préciser, c'est vrai que ça aide. Les parents n'ont plus forcément besoin d'aller chercher les enfants, s'occuper eux-mêmes de la restauration, mais on se demande ce qu'il en est de la qualité. Est-ce que le suivi y est toujours? Est-ce que les cadres dans ces écoles-là sont toujours appropriés au repos, à la révision, parfois au bain, etc. Ce qui est sûr, nos invités sont là pour la plupart. Et dans quelques minutes, nous aurons leur avis sur le plateau. Sur le plateau. Alors, mesdames et messieurs, restez calés, ne zappez surtout pas parce qu'avant ce plat de résistance, notre entrée est assez intéressante. Tout de suite, les merveilles du Bénin. Et voilà, mesdames et messieurs, nous vous avons fait voyager. On était dans le nord du Bénin, précisément à Peunko, la cité des Pierres Noires. Absolument. Peunko, la cité des Pierres Noires, nous avons pu découvrir toutes les merveilles qu'il y a dans cette ville, les merveilles gastronomiques, les merveilles touristiques et en tout cas, comme on a l'habitude de le dire, lorsque vous en avez l'occasion, n'hésitez pas à faire un tour à Peunko. Nous allons à présent danser. Et oui, on va danser. Ben, aujourd'hui, sur quel rythme, Jennifer Sativi? Sur du Agbadja, nous sommes avec Bessi Zolawadi. Agbadja de Bessi Zolawadi, juste après ce jingle. Et voilà, mesdames et messieurs, Agbadja de Bessi, on fait un coucou au doyen, je dirais, de la musique traditionnelle. On n'a plus jamais entendu parler de lui, mais avec Agbadja que Jennifer nous a permis de redécouvrir, on lui fait juste un coucou. Jenny? Oui, il est toujours là, il paraît que ça fait partie de vos meilleurs morceaux. Ah oui, c'est l'une de mes chansons préférées, ça c'est sûr. Alors, mesdames et messieurs, voilà, c'était donc le clip du jour. Voilà, tout de suite, le plat de résistance qu'on vous annonçait. Le débat tout de suite. Alors, mesdames et messieurs, Jennifer Sativi, aujourd'hui, on s'intéresse aux cantines scolaires. Absolument. Même privées, les cantines scolaires privées. Dans les écoles privées, voilà. Il faut préciser. Est-ce que c'est un mal nécessaire? Est-ce que c'est indispensable pour les parents? Qu'est-ce qui se passe dans cette cantine scolaire? On va y faire un tour. Oui, on va y faire un tour. Je crois que vous avez bien fait de poser la question. On dirait qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Vraiment. Nos invités, en tout cas, sont aguerris. Ils vont mieux nous expliquer tout à l'heure de quoi il s'agit. Nous recevons sur ce plateau un parent d'élève, Madame Hélène Niani. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Super bien, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout à l'heure, vous allez partager avec nous votre expérience en ce qui concerne les cantines dans les écoles privées. Pas de souci. D'accord. Et nous avons en face un enseignant qui est ici en tant qu'éducateur, Monsieur Eric Anato. Bonjour. Oui, bonjour madame. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Vous avez certainement beaucoup à nous dire sur les cantines dans ces écoles privées. Absolument.
D'accord. Et au téléphone, hein, Heureuse, nous allons recevoir un inspecteur de l'enseignement du premier degré. Oui. Il s'agit de Monsieur Célestin Toviro qu'on va joindre dans quelques minutes. D'accord, d'accord. Mesdames et messieurs, et voilà, vous avez connaissance donc de ceux avec qui on va faire le plateau, le débat ici même. Tout de suite avec la mère au foyer, celle qui est beaucoup plus responsabilisée, les hommes le diront peut-être, par ces cantines scolaires. C'est nous qui en avons le plus besoin, n'est-ce pas? Absolument, on en a besoin. Ça vient nous aider dans notre train-train quotidien parce que les cantines scolaires viennent amoindrir les tâches quotidiennes de ces mamans-là qui envoient leurs enfants à l'école. Donc, carrément, les cantines scolaires, ça sauve les mères. Vous êtes en Ça aide. Ça aide. Oui. D'accord. Vos enfants se sont inscrits dans les cantines scolaires? Oui. Ah, d'accord. Oui, j'ai inscrit mes enfants dans une cantine scolaire. Oh my God. Apparemment, vous avez fait une mauvaise expérience, Madame Yanni. La première n'a pas été la bonne. D'accord. D'abord, on nous a miroité, on nous a fait voir l'Eldorado avec une carte de menu qu'on affichait. Quand tu es un parent, tu viens, tu vois la carte. Ça te permet au moins de dire qu'une fois à la maison, tu ne vas pas répéter les mêmes mets servis à ton enfant au cours de sa journée pour pouvoir changer. Et ça, c'est un autre challenge pour nous et ça nous aide beaucoup. Mais franchement parlant, le premier mois, j'ai remarqué que l'enfant a commencé par dépérir. J'ai dit, bon, tiens donc, on va changer un peu, c'est un petit enfant. Peut-être qu'il est en train de faire des caprices. Mais après, d'autres parents ont commencé par remarquer la même chose au niveau de leurs enfants. Et on a commencé par échanger. On s'est dit, bon, on va demander le menu là. Qu'est-ce que les enfants mangent? Les enfants viennent à la maison. Déjà, quand tu regardes le lundi, on met spaghetti à la sauce bolognaise, patati patata. Alors que il n'en est rien du tout. Et tu demandes à ton enfant, qu'est-ce que tu as mangé à la cantine? Il va te dire, une sauce avec akassa ou bien une sauce avec la pâte. Eux, ils n'ont pas, ça n'a rien à voir avec ils n'ont pas toute l'expression nécessaire pour nous expliquer ce qu'ils ont mangé, mais ils te disent autre chose. Mais malgré le fait que les enfants soient à la cantine, moi, je leur mets encore un peu de repas dans leur sac, je mets ça dans de petites glacières, je mets ça là pour toujours sécuriser. Parce qu'on ne sait jamais. Je me dis, peut-être c'est mon enfant qui est en train de faire des caprices et on lui sert de bon mets. Peut-être que le mets ne lui plaît pas. Voilà. Mais quand tu vas, pour l'expérience que moi j'ai vécue, quand tu vas vers... entre griffes, excusez-moi beaucoup. Oui, allez-y. Celui qui a fait de grandes études, pédagogie de l'enfance, des histoires à dormir debout, on n'est pas à l'écoute. Pour cette école privée-là, les responsables n'étaient pas du tout à l'écoute. Et à la rigueur, quand vous ne savez pas vous plaindre, on met votre enfant à l'écart. Et tenez-vous tranquille, on a chèrement payé cette école-là. Monsieur Anatole. C'est juste pour dire que la qualité ne vaut pas le prix. Monsieur Anatole, je crois que ce sont des accusations assez graves. Ce n'est certainement pas votre école, mais qu'est-ce qui peut justifier tout ça? Bon, j'avoue que c'est peut-être une malchance parce que je suis tombé sur une dame qui a une mauvaise expérience en la matière. Sinon, en tant qu'éducateur, bon, vous savez très bien tous que les enfants font même plus de temps avec nous qu'avec les parents. Absolument. Donc aujourd'hui, le premier éducateur, ça y est, le protecteur entre griffes de l'enfant écolier aujourd'hui, c'est l'éducateur. Et aucun éducateur ne va vouloir mettre en difficulté l'enfant. Il peut y avoir des situations qu'elle n'aura pas à comprendre forcément. Lesquelles, par exemple? Bon, ça m'a étonné. Puis à la fin de son apologie, elle m'a dit très bien, très chèrement payé. Voilà, c'est ça qui m'a étonné. Parce qu'il faut faire le lien entre ce que vous payez et ce que votre enfant mange. Si on ne vous fait pas un bon tarif, c'est-à-dire un tarif
doit être en mesure de couvrir ce que vous attendez de la restauration de votre enfant. C'est là que le problème se pose. Maintenant, ici où les conditions sont très bien remplies et que ça n'a pas marché, ça devient un cas peut-être spécial. Mais est-ce à dire que les écoles qui ne sont pas aussi chèrement payées ne donnent pas de la qualité? Oui, il doit y avoir de la qualité, mais ça dépendra du menu aussi qu'on prépare, qu'on présente aux enfants. C'est en fonction de ce que vous donnez que vos enfants mangent. Mais normalement, comment ça doit se passer dans une cantine scolaire? Ça doit être une question organisationnelle. C'est-à-dire, ce n'est pas de l'improvisation, ça doit être fait avec les professionnels. Puisque l'éducateur, lui, il n'est pas un restaurateur. Il n'est pas formé en restauration. Oui, mais madame a évoqué tout à l'heure certaines personnes qui ont été spécialisées, en tout cas en éducation, psycho-pédagogue, etc. Je crois qu'ils ont leur mot à dire dans la chaîne. Tout ça, c'est peut-être un service d'accompagnement. Ils ne sont pas réellement à la tâche. Ils ne sont pas les restaurateurs. Mais ça veut dire que l'école doit prendre normalement des dispositions pour avoir des professionnels en de la restauration uniquement. Voilà. Mais vous savez, il y a aussi notre suivi, le choix. Peut-être que les psychopédagogues ou autres éducateurs auront leur mot à dire en ce qui concerne le choix des surveillantes et surveillants qui doivent s'occuper du repos des enfants. Oui, absolument. Etc. Il doit y avoir une planification en la matière. C'est-à-dire un temps pour la restauration, un temps pour le repos. Et la restauration, surtout, comment ça s'organise? C'est là la question. Oui, les mères, très souvent, en envoyant les enfants à la cantine, c'est beaucoup plus pour la restauration. Surtout. Et aussi la garde des enfants, voilà, pour les heures de pause. Voilà, pour les heures de pause. Oui, mais à ce niveau-là déjà, au niveau de la garde des enfants, est-ce que les enfants vraiment se reposent à ces heures-là, effectivement? Oui, les enfants se reposent en tout cas pour moi. C'est ce qui doit être. Oui, ce qui doit être. Oui, absolument. Voilà. Donc, à une heure de pause, il doit y avoir du repos, forcément pour l'enfant. C'est-à-dire l'enfant mange, il prend son déjeuner et se repose normalement. Maintenant, est-ce que les conditions sont réunies pour que l'enfant puisse se reposer? C'est là la question. Même un dortoir dans l'établissement? Est-ce que c'est bien fait, c'est organisé pour que ça puisse être vraiment ce qu'on attend? C'est là la grande question. D'accord. Nous avons également un autre inspecteur au téléphone, Monsieur Célestin Toviro, inspecteur de l'enseignement au premier degré. Certainement que lors de votre parcours, vous avez eu à avoir un regard sur les cantines dans les écoles privées. Est-ce que ça se passe toujours très bien? Merci, madame. La gestion, c'est ça le premier fait qu'il faut relever dans toute organisation. La gestion. Oui, la gestion. Pourquoi? La gestion, ici, il s'agit des enfants. Quand c'est bien géré, les enfants sont à l'aise. Mais quand c'est mal géré, ils ne sont pas bien. D'accord. La gestion, qu'est-ce que cela doit prendre en compte? Parce que monsieur a dit tout à l'heure le repas, les restaurateurs professionnels, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres aspects? Voilà. Il y a l'aspect nutritionnel, mais il y a également l'aspect éducationnel. D'accord. L'aspect nutritionnel, c'est ça que les gens attaquent souvent, parce qu'on envoie son enfant là-bas pour manger. Et ceux qui organisent aussi pensent que c'est là seulement pour manger. Encore que ce que l'on mange, ça dépend. Les habitudes nutritionnelles ne sont pas les mêmes. Et il faut que la cantine, les gestionnaires de la cantine puissent avoir l'œil sur chaque enfant pour savoir est-ce qu'il est bon pour lui de manger ceci ou bien de manger cela. Ce qui est difficile dans la gestion de la cantine. Parce qu'on ne peut pas faire plusieurs mets pour un seul temps de repas. D'accord. Donc, est-ce que c'est ça qui justifie les dérives qu'on a entendues sur ce plateau? Non, en réalité, j'ai déjà dit, c'est un problème de gestion. D'accord. S'il y a dérive, c'est parce que les gens ne prennent pas en compte ce qui est aussi bien nutritionnel qu'éducationnel. On pense souvent à l'argent, parfois. Par contre, il y a des gens qui sont bien et qui organisent correctement. Et si vous envoyez votre enfant là, vous êtes à l'aise. D'accord. Mais en tant qu'inspecteur, est-ce que c'est vrai qu'on parle des cantines scolaires dans les privés, ça date pas de longtemps, mais dans votre domaine en tant qu'inspecteur, est-ce qu'en faisant le tour des écoles privées ou autres, vous ne devrez pas faire ce suivi-là également? Vous ne devrez pas jeter un regard également sur ce côté-là?
Moi, je suis inspecteur de l'enseignement du premier degré. Je fonctionne beaucoup plus avec l'enseignement primaire. Et nous avons un regard sur la gestion des cantines. D'accord. Et là, nous voyons avec le directeur d'école comment il gère ce qui lui est arrivé. Aussi bien comment il gère les aliments que comment il gère les bonnes femmes qui préparent. D'accord. C'est pas n'importe qui prépare là-bas. Et qu'est-ce que vous constatez le plus souvent? Est-ce que vous confirmez les propos de notre mère au foyer ici sur ce plateau? Il y a de ces dérives-là? À certains endroits, il n'y a pas cette dérive. Mais à d'autres, il y en a. À d'autres, il doit en avoir. Parce que j'ai dit que c'est la gestion qui fait le bien de toutes choses. Mais lorsque vous constatez la chose, lorsque vous constatez ces dérives, bien sûr, quelles sont les dispositions que vous prenez en tant qu'inspecteur de cet établissement-là? Ça dépend du plan sur lequel les dérives sont constatées. Si c'est le plan de la nutrition, on revoit comment les mets sont préparés. D'accord. Maintenant, si c'est le plan éducationnel, là, on voit l'organisation du temps de repos, du temps de repas. Est-ce que l'enfant mange à temps, à l'heure prévue? Est-ce qu'il a le temps de repos comme cela se doit? Est-ce qu'il est surveillé pour son repos? Ou bien il finit de manger, on lui dit, va. Donc, on doit veiller à tout ça. D'accord. Mais est-ce que, vu que vous venez de façon, je dirais, vous n'êtes pas là en permanence, est-ce que cela est toujours suivi? Est-ce que peut-être ces surveillantes et restauratrices ou restaurateurs n'ont peut-être pas une fuite, que l'inspection arrive et prenne les dispositions, tout va bien, et dès que vous êtes parti, excusez du peu, la pagaille reprend? Ah non. À l'enseignement primaire, si vous faites ça là, vous avez des problèmes parce que vous êtes suivi par plusieurs personnes. Il y a celui qui vous suit sur les lieux. Et il y a celui qui vous suit de loin en suivant celui qui est avec vous. Et vous avez des visites inopinées. Je dis bien visites inopinées. Là, vous ne pouvez pas savoir quand on vient. C'est bien comme ça à l'enseignement primaire. D'accord. À vous entendre, on peut dire que c'est un peu risqué, non, d'envoyer ses enfants dans les établissements, les inscrire dans les cantines scolaires. Madame... Non, je ne vais pas affirmer comme ça que c'est risqué. Je ne peux pas affirmer que c'est risqué. D'accord. Ça, c'est des avantages. Il y a des inconvénients, bien sûr, mais il y a aussi des avantages. Des avantages. Alors, notre mère de famille sur ce plateau, vous m'aviez dit tantôt que vous avez encore inscrit vos enfants dans les cantines scolaires, malgré cette première expérience. La première expérience n'était pas du tout concluante. Et pourtant. Mais après, on a trouvé une très bonne école privée où, franchement, la gestion, elle est très, très réussie. Et ce sont d'autres parents qui ont témoigné et qui nous ont amenés à inscrire nos enfants dans cette école-là. Et je vous assure, tout pour la garde aussi, c'est bien. On ne va pas dire que l'école là atteint l'idéal, mais l'école fait de son mieux. Cette école-là fait de son mieux et nous, on est ravis, on est satisfaits, on ne regrette pas. Et on a même invité nos amis et autres qui se retrouvent dans la même zone que nous, à leur dire venez de venir dans l'école. Mais justement, quels sont ces avantages? Parce que l'inspecteur a dit tout à l'heure qu'il n'y a pas que des inconvénients, il y a beaucoup d'avantages. Donc, quels sont ces avantages qui poussent les parents à opter pour les cantines? Moi, je donnerai juste mon exemple. Mes enfants ont cette habitude de ne pas être intéressés, avoir l'engouement pour manger. Mais quand ils voient des camarades à eux en train de fournir l'effort de manger, ils évitent de grignoter. Et là, c'est vrai, ils ne vont pas beaucoup manger, mais au moins, ils commencent par voir que c'est important. Quand on grandit, il faut manger. Et il faut manger soi-même. Il ne faut pas attendre que ce soit maman vous aide. Non, c'est comme ça qu'on commence par lui apprendre la responsabilité. Et ça nous aide à la maison dans la mesure où, quand l'enfant commence à suivre ses camarades, à suivre le bon exemple de ses camarades, arriver à la maison, c'est plus facile de lui dire, tu vois, tel que vous le faites à la cantine, voilà, je t'ai servi.
et il y a ta cuillère dedans. Essaie de manger aussi, même si c'est 2 portions, c'est déjà un pas. Mais il doit y avoir d'autres raisons. Parce qu'il y a des enfants qui n'ont peut-être pas forcément ce problème, peut-être un manque de disponibilité des parents. Est-ce que quelque part, ça ne dépanne pas aussi? Oui, ça dépanne dans la mesure où quand tu es parent, tu ne vas pas courir après avoir inscrit ton enfant dans une école. Tu ne vas pas dire, OK, il sonne midi, j'irai donner à manger à mon enfant, je retourne au service. Je vois très peu d'employeurs accepter ces permissions, même si c'est à 1 heure de pause. Le temps de faire ses navettes et de revenir, le rendement au service va recevoir un coup. Vous serez fatigué. Sans oublier les risques d'accident. Les risques d'accident aussi. Et puis, ce faisant, vous êtes en train d'isoler votre enfant du lot. Vous êtes en train de l'amener à se dire je vais créer mon île déserte comme Robinson Crusoe et puis rester là-dessus tranquillement et ne pas. C'est un pas dans la socialisation de l'enfance. Donc, c'est important d'inscrire son enfant tout en suivant. Parce que ceux qui sont là-bas, c'est des êtres humains. Il faut discuter avec eux. Il faut de temps en temps les écouter, voir ce qu'il ne faut pas faire. Et puis, les informer aussi. Il y a des enfants qui ont des allergies. Voilà. Il y a des enfants qui ont des allergies. Et si vous ne leur dites rien, ils ne le sauront pas. Mais lorsque c'est dit, est-ce que c'est respecté? Je me réfère toujours à mon cas et je dirais là où les enfants sont actuellement, les boubouilles qui sortent à n'en point finir sur le corps et on est en train de traiter tout le temps. Je pense que ça a diminué et je n'ai plus trop de soucis. Et il y a l'aîné qui s'exprime bien et qui essaie de nous dire, voilà, maman, ce qu'on nous a servi aujourd'hui, il y avait un peu de piment dedans. C'était chaud. Et l'enfant fait comme ça. Un autre jour, il va dire, oui, on a aimé. Et donc, le week-end, tu vas nous faire ce qu'on a fait à l'école là. C'est ça que nous aussi, on veut manger à la maison le week-end. Donc, c'est comme un jeu. Et il faut être à l'écoute de l'enfant. Lorsque je suis un peu votre développement, ces personnes-là qui s'occupent des cantines où vous êtes actuellement sont assez réceptives et arrivent à changer leur menu en fonction de ce que vous voulez. Est-ce que ça ne va pas revenir cher? Est-ce que ça ne nécessite pas des moyens? J'ai été agréablement surprise par le coût qui n'est pas exorbitant. Parce que comparativement à là où j'ai jeté de l'argent par la fenêtre, j'avais jeté de l'argent par la fenêtre, le coût n'est pas assez élevé. C'est moyen. Et je pense que tout parent peut s'offrir ces services-là. D'accord. Est-ce que ce n'est pas un sacré coup de chance? Ah ben, je le dirais peut-être. Je le dirais. Mais monsieur l'éducateur, vous êtes avec les enfants, vous l'avez dit tantôt, pratiquement plus de temps avec eux qu'avec les parents. Ils sont avec vous plus de temps, plus qu'avec leurs parents. Mais dans le même temps, est-ce que vous ne constatez pas que les parents viennent, ils prennent les cantines scolaires comme des excuses, on jette les enfants? Le suivi dont elle parle, il y a des parents qui ne font peut-être pas ce suivi-là. Est-ce que également ce n'est pas une responsabilité, une faute des parents parce que ceux qui sont à la charge de ces enfants-là dans les cantines scolaires se disent, mais en fait, les enfants sont laissés à eux-mêmes et on fait tout. Il n'y a pas ce point de la chose. C'est-à-dire, il y a une démission parfois comme ça de la part des parents. Malgré que l'enfant soit inscrit à la cantine, il faut la présence parfois. C'est vrai que les parents ne sont pas trop disponible et surtout c'est le rôle de la cantine, elle pallie à cette absence des parents. Cependant, on doit sentir leur accompagnement. On doit sentir leur accompagnement, c'est-à-dire se rapprocher. De façon inopinée par exemple, descendre de façon inopinée, rester en contact. On peut rester à Paris et être très proche de quelqu'un à Cotonou. Même de loin, appeler de temps en temps l'école, savoir ce qui ne va pas, ce qui va, le comportement de son enfant, qu'est-ce qu'on peut apporter, même à distance, c'est très important. Mais pour que le travail soit sérieux, c'est-à-dire si on veut un bon résultat de quelque chose, ça dépend du sérieux qu'on y met. Et pour qu'il y ait du sérieux, ça dépendra aussi de l'accompagnement des parents.
leur façon de faire des suggestions. J'aurais aimé que ceci se passe de telle manière au lieu de ceci et ainsi de suite. Mais il ne faut pas que ce soit un procès, mais que ça soit il y a eu des suggestions qui ont provoqué que certaines personnes ont mis l'enfant à l'écart. Elle a parlé de ces suggestions et plein tout à l'heure. Si c'est une école privée, c'est vrai que il peut y avoir ces cas-là, mais si c'est réellement une école privée et qu'on met l'enfant dans ces conditions, qu'on se rapproche du directeur de l'école. D'accord. Parce que le directeur, lui, c'est vrai, il est là pour l'éducation de l'enfant, mais il veut aussi de profit, il veut faire entrer de l'argent. Si ça ne va pas, c'est qu'on va peut-être punir. Oui, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc, on n'a pas le droit de stigmatiser un enfant parce que l'enfant n'est pas d'accord avec ce qui se fait. Il faut forcément l'amener à comprendre et à coopérer. C'est un peu ça. D'accord. Mais au niveau, on va aborder tous les aspects, oui. Parce que ce n'est pas que la restauration, comme on le disait. Oui. Au niveau des dortoirs, est-ce qu'il ne faudrait pas également vérifier si les enfants y restent réellement? Parce qu'on entend parfois l'enfant qui doit être au dortoir se retrouve peut-être en ville et ainsi de suite, quoi. Oui, c'est là que c'est grave. C'est là que c'est grave parce qu'il ne faut pas confier son enfant, la garde de son enfant à n'importe qui. Avant d'aller vers, avant d'aller vers une école pour inscrire son enfant à la cantine ou bien confier la garde de son enfant à l'école, il faut voir si les dispositions sont réellement prises. C'est un peu ça. Bon, c'est peut-être une mauvaise habitude chez nous. Quand on voit que c'est cabinet de soins, on ne veut pas savoir si c'est un médecin qui est là. Ou si c'est un maçon. Voilà, on donne sa vie. D'accord. Mais l'autre chose, c'est que l'école propose le service. Donc l'école est censée suivre. Monsieur Célestin Toviro, on a tout à l'heure abordé la question du suivi. Est-ce que l'école n'est pas responsable du moment où cette école déclare aux parents qu'elle a le devoir de garder les enfants? Dans ce cas, qui est à blâmer? Je dirais que l'école est la première responsable. D'accord. Ensuite, le parent aussi a un temps. Puisque lorsqu'on parle cantine, je ne sais pas, c'est différent de l'internat. Si c'est l'internat, l'enfant a tout son temps scolaire est passé dans l'établissement. Mais si c'est la cantine, c'est pour rester dans la journée de travail. Et là, la responsabilité, pendant ce temps-là, incombe à l'école. Il revient aux parents maintenant d'aller voir si son enfant respecte ce qui est dit dans l'école. Mais est-ce que tous les parents arrivent à avoir ce temps-là pour passer à la pause, vérifier si l'enfant est réellement là? En réalité, lorsque le parent confie, le parent conscient le fait. Le parent qui est conscient du fait qu'il a une responsabilité par rapport au suivi de son enfant, lui, il le fait. Mais par contre, il y a plusieurs parents, dès qu'ils déposent l'enfant le matin, il ne revient que le soir chercher l'enfant. On dépose même l'enfant au portail et puis on part. On ne sait même plus si l'enfant est entré dans l'école ou pas. Voilà. Et on ne revient que le soir pour voir si l'enfant est toujours là. Or, l'enfant est resté là de 8 heures, peut-être, ou bien de 7 heures même, jusqu'à 19 heures, pour les collèges. Et le temps passé là, on ne demande pas si, on ne fait pas un tour pour voir si l'enfant a respecté les prescriptions de l'école. D'accord. On va peut-être revenir à vous tout à l'heure, et surtout pour parler des critères, peut-être s'il y a des critères que des établissements doivent respecter lorsqu'ils optent pour des cantines scolaires. Mais d'abord, on va suivre, mesdames et messieurs, la réaction des citoyens interviewés, bien sûr, à Cotonou sur le sujet. D'abord, avoir une cantine, c'est une bonne chose. Maintenant, il faudrait que... Parce qu'il y a des fois où la nourriture n'est pas de bonne qualité, les bonnes dames aussi ne savent pas bien préparer. Et ce qui amène les enfants à avoir les maux de ventre, ils mangent bien. Une fois rentrés en salle, on constate qu'ils ont des malaises. Bon, qu'est-ce que moi je propose? Il faudrait que les bonnes dames suivent une formation. Quand vous allez voir ce qu'ils mangent, ce n'est pas la peine. Ce qu'on donne à l'enfant, ce n'est pas de la bonne qualité. C'est pas de la bonne qualité. J'ai été voir une fois, mais c'est pas ce qui devrait être. Il faut que les responsables d'école aussi prennent leurs dispositions. Parce que un parent qui envoie son enfant à l'école sait qu'à 7 heures, mon enfant est à l'école. Mais si à 16 heures de pause,
on retrouve les enfants en ville, ça veut dire que c'est le problème des enseignants. C'est le problème des enseignants. Donc il faut que les enseignants ou bien les directeurs d'école prennent des mesures pour pouvoir et sécuriser les heures de pause des enfants. Il y a certains enfants qui ne sont pas tout studieux. Lors du manger, eux ils sortent, donc on doit mettre en œuvre des procédures. Le gardien de l'école doit surveiller réellement les enfants. Les enfants qui sont au cantine doivent avoir une petite carte. Et puis eux, ils ne sortent pas. Les autres doivent sortir, mais eux, ils ne sortent pas. Mon enfant qui est censé être à l'école à 10 h ne devrait pas être au dehors. Donc ce sera mieux de bien s'organiser. Surtout les gardiens, c'est leur travail à eux. De garder les enfants, de les suivre de près, quoi. Pour le suivi des enfants, il faudrait d'une part que les parents se mettent en accord avec les directeurs des établissements ou carrément avec les gardiens pour avoir une planification pour le suivi des enfants. Les cantines scolaires, il faut que le gouvernement puisse prendre une autre mesure et ne plus confier ces cantines scolaires. Moi, je souhaiterais que le gouvernement ne confie plus ces cantines scolaires aux directeurs d'école. De prendre une société ou bien de prendre une entreprise qui doit s'en charger de ce système-là. Sinon, par exemple, moi, sincèrement, je fréquente trop les zones rurales. Et ce que je constate là-bas, j'ai fait une investigation sur ce domaine-là, mais ce que je constate là-bas, c'est la merde totale. Il faut que le gouvernement prenne une autre mesure idoine pour pouvoir remédier à ce problème-là. Je demanderai à l'État de redoubler un peu d'efforts. Mesdames et messieurs, voilà l'avis des uns et des autres sur le sujet. C'est un peu partagé, je ne dirais pas assez, un peu partagé parce que beaucoup sont allés dans le même sens. Mais pour vous, Madame Niani, voilà, l'enfant qui va à l'école du matin au soir est inscrit à la cantine scolaire. Oui. Est-ce que le parent qui revient à la maison le soir, l'enfant est avec lui, vérifie auprès de cet enfant-là ce qu'on t'a donné à l'école? Tu es sûr de la qualité de ce qu'on t'a donné? Parce que les enfants, qu'on le veuille ou pas, quand même la maman cuisine, quand ils n'aiment pas et ils le disent. Ce sont les premiers êtres les plus véridiques. Et donc, l'enfant, nous on fait cet exercice. On a dit, c'est pas quelqu'un qui nous a provoqué, qui nous a forcé à devenir parents. Donc, être parent, c'est pas dans un livre, il faut vivre ça. Donc, quand l'enfant vient, on lui demande, alors, aujourd'hui, comment ta journée s'est passée? Il va raconter, on a apprécié ça. Et à la cantine, qu'est-ce que tu as mangé? Il y a des fois où il va te dire, ah, c'est très bon ce que j'ai mangé aujourd'hui. Et puis, il va essayer de te décrire ce qu'il a mangé. Une autre fois, il va te dire, ah, ce que j'ai mangé aujourd'hui, je ne connais pas son nom, j'ai jamais vu ça, mais c'est bizarre, c'est pas bon. Là, quand il dit ça une première fois, au cours de la même semaine, s'il revient dire ça plusieurs fois, on a le contact avec, on est en contact direct avec les responsables de l'école et tout, et on essaie de dire, ah, bon, cette semaine, ça s'est passé comment? On dirait que... Parce qu'il faut avoir du tact pour pouvoir aborder ces situations avec les intéressés, pour ne pas qu'on puisse dire, bon, peut-être c'est ton enfant qui a l'habitude de rapporter beaucoup de choses à la maison et c'est pas bon pour l'enfant non plus. Voilà. Et je pense que quand on fait comme ça, on a au moins une idée de ce qui se passe. Ça, c'est la bonne expérience. Pour la mauvaise expérience, il fut un moment où, catégoriquement, mon enfant avait refusé de prendre du poisson. Quand on faisait du poisson, on faisait un mets, on l'accompagnait de poisson. L'enfant refusait parce que dans leur école là-bas, c'était de la viande émiettée seulement qu'on leur faisait. Tout ce qu'on fait comme repas, c'est de la viande, boulettes de viande qu'on leur mettait dessus. Et on leur disait que le poisson, c'était pas bon, qu'il y avait beaucoup d'arêtes dans le poisson. Et je dis, mais c'est quelle contradiction ça?
Le poisson, la viande et tout ça là, c'est de manière équilibrée qu'on devrait avoir ça pour que l'enfant puisse croître normalement. Mais c'est pas le cas. Ou des fois même, bon... moi, je suis un peu curieuse et peut-être que je suis assez possessive aussi vis-à-vis de mes enfants. Je discute avec la responsable concernant la première école qui nous a menti sur toute la ligne. Absolument. Je discute avec la dame. Mais vous pouvez vous imaginer que au cours de cette semaine, l'enfant a été isolé, c'est-à-dire qu'on fait très attention à ce que l'enfant dit et à la limite, on lui dit, faut pas aller dire ça à la maison. Hein. On sait, hein, tu parles. Alors que c'est un enfant qui a commencé par s'exprimer timidement. Et du coup, il dit, quand l'enfant rentre à la maison, il dit, non, maman, si je te parle là, ça n'a qu'à rester entre nous. Hein. Sinon, et je ne serai pas à l'aise. Ou bien si, ou bien ça. Et je me dis, je prends de l'argent pour aller traumatiser mon enfant, ce n'est pas bien. Ça, c'était la première expérience, mais la seconde, elle est concluante et intéressante. J'ai envie de vous poser la question, est-ce que les cantines, on peut considérer que c'est un mal nécessaire? Parce que même pour la bonne expérience, il faut marcher sur les œufs pour ne pas blesser les intéressés, alors qu'on paie de l'argent pour que nos enfants puissent manger et être à l'aise. En fin de compte, est-ce que c'est un mal nécessaire? Est-ce que les parents doivent subir et à chaque fois faire la courbette pour que les enfants puissent être bien gardés? Bon, je ne partage pas l'expression de mal nécessaire. Ça ne doit pas être un mal. C'est une nécessité et on doit faire en sorte que ça reste une nécessité agréable. Oui, ça ne doit pas être un mal. Et c'est là ce que je disais, qu'il faut un peu de sérieux et de rigueur dans tout ce que nous faisons. Quand il y a du sérieux, le parent est satisfait. Le parent est satisfait. Bon, c'est vrai que c'est le privé. Et quand c'est ce secteur, il doit avoir plus de rigueur et plus de sérieux. Puis eux, ils vivent de leur entrée. C'est ça. C'est ce qu'il faut comprendre. Et l'art aussi, bon, c'est vrai que les enfants auront peur. L'art aussi, c'est que le parent doit avoir un contact franc et direct avec les responsables de l'école. On ne doit pas avoir peur de dénoncer ce qui ne va pas. Peut-être tout ce que vous révélez là, le directeur est là, mais il ne sait rien. On se demande s'ils ne seront peut-être pas agacés. C'est pour ça que madame parlait de prendre des précautions, d'aller gentiment. Non, s'ils seront agacés, non, il n'y a pas de gentillesse dans ce cas. C'est que ça ne va pas et que ça ne va pas. Quand on prend déjà quand vous payez, c'est que vous attendez, vous attendez un résultat. Ah, monsieur le directeur, j'ai appris telle chose. Aujourd'hui, ça ne m'agrippe pas. Pour les fois à venir, faites attention ou bien surveillez davantage les choses. Ouais, un peu. Donc là, on ne doit pas avoir peur de dire que ça ne va pas. Quand on est conscient que son enfant dit la vérité. Voilà, donc ça veut dire que l'enfant, quand il vient, même pour vous le dire... Il faut prendre son téléphone. Ah, monsieur le directeur, j'ai appris que telle chose n'a pas marché aujourd'hui. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi? J'ai appris que vous ne donnez pas de poisson aux enfants. C'est pourquoi les enfants ne mangent pas de poisson chez vous. Il va peut-être vous dire, il a déposé l'argent. Ils m'ont dit qu'il va acheter telle chose. Mais c'est bizarre, c'est vous qui m'informez. Et c'est sûr qu'il n'a pas ces informations, puisqu'il est humain, il est responsable. Et lui, son objectif, c'est que vous soyez satisfait. Puisque vous êtes un client. Pendant que les dortoirs ne disposent même pas de salle de natte, voilà, et les enfants sont couchés, et je ne dirais pas même le sol, mais sur des pailles. Je ne suis pas d'accord. Bien sûr, on a de ces plates-là. Si on veut que c'est sûr qu'il doit y avoir des dispositions prises pour que les enfants soient gardés dans de bonnes conditions. C'est possible que ces nattes-là ne suffisent pas à tous les enfants. Oui. Est-ce que le directeur encore est dédouané, toujours dédouané? Bon, on ne va pas le dédouaner là, mais ça veut dire qu'il y a un peu de légèreté dans ce qui se fait. Un peu de légèreté, et là, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Pour les écoles sérieuses, c'est pas sûr que les enfants vont dormir à main le sol ou bien sur des bancs, non. Si en dormant, l'enfant tombe, la responsabilité incombe au directeur ou bien à l'administration de l'école. Parfois, il y a des solutions qui sont trouvées. Ils sont assis sur les bancs, on leur demande de baisser la tête, baisser la tête et dormir pour tel nombre de minutes. Non, là encore, c'est mauvais. Maintenant, si vous vous rendez compte de la véracité de ces déclarations, changez d'école à votre enfant. Vous n'êtes pas condamné à aller là. Oui, c'est là. Mais en pleine année scolaire, ça peut se faire. Il faut montrer à l'administration de l'école que
il faut un peu de sérieux dans ce qui se fait. Et quand on vous paie, ça veut dire qu'on perd de clients. Et quand on va perdre 2, 4, 5 par an, bon, imaginez 150 par mois, et c'est par an, et vous perdez 5, imaginez le coût. Donc, le directeur sérieux ne va pas éviter de perdre ses clients. Entre griffes, c'est un peu ça. Alors, donc, il ne faut pas garder les déclarations, il faut chercher à pallier. Il faut chercher à pallier ça. Mais, monsieur l'inspecteur, vous avez suivi les uns et les autres. J'avais la question là à vous poser. Avec tout ça, on nous dit les écoles sérieuses, mais toutes les écoles presque aujourd'hui disposent de cantines scolaires. Quels sont les critères qu'il faut aujourd'hui, qu'il faut respecter avant d'installer de cantines scolaires, ou c'est systématique? Non. À l'enseignement primaire, aujourd'hui, l'État a fait l'effort d'installer les cantines dans les écoles. D'abord pour répondre à un besoin de maintien des enfants à l'école. Oui. C'est d'abord ça. Maintenant, pour les cantines qui sont créées dans les établissements, les critères ne sont pas loin. C'est des critères liés à la santé de l'enfant. Et quand on parle santé de l'enfant, il y a la nutrition, et puis il y a le comportement même physique, l'état de santé de l'enfant par rapport à son corps et par rapport à son ventre. Donc, il faut que la qualité des aliments soit présente, une bonne qualité dans la nutrition, et une bonne qualité dans le repos également. Il faut des lieux de repos adéquats qui puissent permettre à l'enfant de prendre son temps de repos effectivement dans des positions idoines. On ne va pas trouver des enfants à tête baissée pendant le repos, non, c'est pas normal. Il faut disposer d'un dortoir. D'accord. Et donc, d'un dortoir bien entretenu. Mais est-ce que vous ne voyez pas que les écoles privées sont laissées pour compte, peut-être? L'État a un regard, vous avez commencé par le dire, sur ce qui se fait dans les écoles publiques en matière de cantines scolaires, mais dans les écoles privées. Est-ce que ce regard-là également existe? Ah, ce regard existe. Si vous déclarez votre école à cantine, et que du côté public, il y a des exigences, c'est que vous avez également des exigences. Vous avez des exigences vis-à-vis de l'État. Vous devez être en mesure de répondre à ces exigences. D'accord. Et si vous ne répondez pas, l'État prend ses responsabilités. Est-ce qu'on peut dire qu'on a déjà enregistré des établissements fermés à cause de ça, parce que les cantines sont peut-être défectueuses, ne respectent pas les normes? Je ne vais pas nommer d'école, mais moi, en tant qu'inspecteur de l'enseignement du premier degré, quand j'étais en circonscription scolaire, j'ai été dans des écoles où les cantines n'étaient pas ce qu'il fallait, mais j'ai intimé l'ordre de changer certaines choses, certaines pratiques. Et ça a été fait. Sinon, je rencontre l'école ne bénéficie plus de cette prérogative d'être école à cantine. D'accord. On ferme la cantine, un point trait. D'accord. C'est comme ça. Ok. Jennifer Sativi, on va voir, on n'en a pas assez. Du côté des internautes, nous avons reçu un message de Christian Yankadja qui nous dit « Avec nos occupations, nous, parents, la cantine est la bienvenue. Malheureusement, j'ai reçu de ma fille 2 témoignages décevants. Une fois, elle a déploré l'attitude de la restauratrice qui n'arrête pas de parler dans le repas en servant les élèves. Une autre fois, une de ses camarades a trouvé une mouche dans le repas. Concernant le repos, les écoliers y sont souvent contraints, mais le hic, c'est que la sieste se fait sur le banc de classe quand ce n'est pas sous une natte commune. Au collège, certains élèves récalcitrants échappent à la surveillance et s'adonnent à des jeux répréhensibles à la pause. L'enfant d'une collègue a été entraîné sur cette piste par de mauvais compagnons dans un collège de renom à Cotonou. L'association des parents d'élèves peut contribuer à l'amélioration de la situation en s'impliquant dans le suivi par des contrôles inopinés. Merci beaucoup à vous pour cette intervention. Mais je ne dirais pas pour terminer, on n'a pas beaucoup de temps encore. Mais Madame Yani, voilà, je vais y arriver. Pour vous, mères, quelles sont les propositions que vous avez à faire aujourd'hui à nos mères, à vos sœurs, je dirais, qui certainement ne font pas ce suivi-là que vous faites?
Je leur dirais d'essayer quand même de suivre un tout petit peu, même si les occupations ne permettent pas tout le temps de suivre. C'est notre devoir d'essayer de suivre, même si c'est une fois le mois, pourquoi pas y aller. Et aussi, je leur dirais de mettre de petits repas aussi. Par précaution, dans de petites glacières pour les enfants. On ne sait jamais, peut-être que ce qu'on va servir à la cantine ne va pas lui plaire, ou à défaut de petits croissants, de petits pains que l'enfant peut prendre pour qu'il ne reste pas à jeun à l'école et qu'il revienne, c'est toute une journée, et qu'il revienne le soir fatigué et tout. Et en dehors de ça, j'aimerais rajouter que les parents ne font pas la courbette. J'y tiens. On essaie d'établir une relation conviviale. Oui, voilà, en discutant et ne pas y aller comme si on était des bourreaux pour discuter avec les autres. Et les responsables d'établissements privés devraient être informés de ce qui se passe dans leurs écoles. Ce n'est pas aux parents tout le temps d'aller appeler le directeur pour lui dire telle chose se passe. Ils devraient procéder à des contrôles réguliers au niveau de la garderie et au niveau de la cantine aussi. Et c'est important. Voilà, merci. Monsieur Anatole, voilà, pour vous, éducateurs, déjà au niveau de l'école, ces écoles-là qui peut-être ne disposent pas de restaurateurs, de nattes qu'il faut, mais qui sont quand même des écoles à cantine, parce que ça encore, c'est un budget, c'est un autre budget pour le parent. Ce n'est pas dans la contribution. Ce n'est pas dedans. Qu'avez-vous à leur dire? Bon, sincèrement, c'est des témoignages qui choquent. Et ce n'est pas bien de facturer ce qu'on ne vend pas. Et pour ces écoles, je les invite très humblement à faire en sorte que nous n'ayons plus à entendre ces témoignages-là qui découragent beaucoup. Ils découragent beaucoup même. Dans le même temps, le coût des cantines scolaires, est-ce que ça également, ce n'est pas un autre problème? Est-ce qu'il ne faudrait pas uniformiser peut-être? On ne peut pas uniformiser parce que ce n'est même pas... la mère refuse, ce n'est pas possible d'uniformiser. Le marché n'est pas le même partout. Donc ça dépend de l'environnement. On ne peut pas uniformiser, mais que le parent soit fier de ce que son enfant mange en fonction de ce qu'il donne à l'enfant, ou bien ce qu'il paie pour la cantine. Donc c'est un peu ça. Il y a un peu de coloration, c'est surtout ça. D'accord. Monsieur l'inspecteur qui représente ici, je dirais, un peu le regard de l'État avec nous ici, est-ce que, à votre niveau, vous ne voyez pas que les inspecteurs également en font un peu à leur niveau? Parce que nous avons reçu également des plaintes où on dit quand les écoles sont de renom, on n'arrive pas, ou on n'aime pas faire des observations, on n'aime pas faire ci, on n'aime pas faire ça, et on ferme les regards, on ferme les yeux sur ces dysfonctions. Vous voyez, l'homme est ce qu'il est. Et lorsqu'on agit avec plaisanterie, les conséquences sont là. Si un inspecteur se permet d'aller jouer, je dis jouer, parce que ça c'est un jeu, s'il se prête au jeu de l'établissement pour sacrifier les enfants, ben, il a choisi. Or, ce n'est pas ce qu'il faut. L'inspecteur est inspecteur et il doit veiller au bon déroulement des activités dans les écoles. Il doit veiller à ce que l'école marche. Si quelqu'un crée l'école et il dit qu'il est à cantine, que c'est une école à cantine, l'inspecteur n'a pas à faire un jeu de plaisanterie ou bien de sacrifice des enfants. D'accord. Mais lorsque ça ne va pas dans un établissement privé, par exemple, et qu'un parent a tout essayé, à qui faut-il se plaindre lorsque peut-être on a essayé le directeur, mais que ça n'a pas changé? Ah, mais vous avez dit tout à l'heure que l'État est là, non? Oui. Qui est-ce qu'il faut appeler? Quelle structure? Qui a autorisé l'école. D'accord. Il faut se plaindre à l'État. Il faut se plaindre à qui de droit. À qui de droit? À la police, c'est la question en fait. Non, il faut commencer par se plaindre aux autorités académiques. D'accord. Les autorités qui ont autorisé l'école. D'accord. C'est à ces autorités-là, il faut commencer par se plaindre. Parce que la police n'ira pas dans l'école sans ces autorités. Absolument. Ah, c'est pas normal. D'accord. Encore que pour les cantines, quand même la restauration, on pourrait avoir quelques descentes inopinées de la police sanitaire. Oui, il y a la police sanitaire. Donc les parents peuvent se plaindre.
à la police sanitaire par le biais du chef de circonscription scolaire. D'accord. Encore que il est méconnu ou inconnu des parents. Hein. Il faudra peut-être chercher à le connaître. Le chef de circonscription scolaire? Oui. Oh, si des parents disent aujourd'hui qu'ils ne savent pas qu'il y a un chef de circonscription, ils n'ont pas besoin de connaître le chef de circonscription scolaire. Ce n'est pas connaître, c'est une autorité, c'est une personne morale. D'accord. Il ne faut pas considérer la personne physique du CCS. D'accord. D'accord. Oui. Aller directement dans son peut-être lieu de travail, déposer un courrier. Et demander à le rencontrer. C'est simple. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Célestin Torviro, pour ces informations. On va prendre congé de vous, mesdames et messieurs, mais sans pas avant de demander le mot de fin sur ce plateau des intervenants. Madame, pour terminer. Oui, je vous remercie. Il a dit tantôt un mal nécessaire, non pas un mal. Une nécessité. Ça doit être une nécessité qui doit faire plaisir. En optant pour la cantine et la garde des enfants, au niveau des écoles privées, je pense que c'est une affaire de joindre l'utile à l'agréable. C'est utile, c'est important, mais maintenant, chacun de nous devrait faire un petit sacrifice pour que ça aille de l'avant correctement. Et je pense que c'est ce que j'ai à partager avec les responsables. Et à défaut, vous savez, nous, on n'aime pas les longues procédures. À qui se plaindre, aller au niveau de l'État, tout ça, excusez-moi, c'est déjà trop long pour les parents. Oui. On va changer d'école à l'enfant, simplement. Parce que ce sont nos sous, en fait. Mais est-ce que c'est forcé, les cantines scolaires? C'est obligatoire pour la mère de le faire. C'est pas possible qu'elle gère l'enfant, elle se réveille tôt le matin, lui mettre la nourriture dans le sac. Oui, parce que ce n'est pas une obligation de ce n'est pas une obligation, mais c'est une aide, c'est facultatif. Parce que les enseignants, les directeurs d'école vont se dire ça en suivant l'émission. Est-ce qu'on vous a forcé? Non, on n'a forcé personne. Mais bon, on peut devenir super woman aussi, super mom, et puis se réveiller, donner le petit déjeuner, parce que c'est ce que nous donnons déjà, réserver le déjeuner, le goûter, et voilà, le soir, il reviendra manger aussi. Mais objectivement parlant, les cantines aident. Moi, en tant que mère, j'adhère à ça. Et parce que c'est une solution facile? Non. Parce que c'est, comme on le dit, c'est le second bras qui vient nous aider à mieux nous positionner en tant que mère et tout en allant au service. D'accord. Merci beaucoup, Madame Yanni. Merci. Monsieur Anator, qu'est-ce que vous avez à dire pour conclure? Bon, je vais juste inviter le monde éducatif à faire de telles enseignes que pour les fois à venir, qu'on ait plus ces plaintes. Une fois que le service est mis en place, il faut que ça serve aux demandeurs et que ça soit de la perfection. Donc une prise de conscience surtout. Absolument. Merci beaucoup à vous. Et voilà, mesdames et messieurs, ce sera donc tout pour le plat de résistance de ce jour. On parlait donc des cantines dans les écoles privées. Est-ce mal nécessaire? Vous avez eu la réponse et aujourd'hui, le choix vous reste à faire. À vous de faire votre choix. Ce n'est pas une obligation d'inscrire les enfants, en tout cas dans les cantines scolaires. Mesdames et messieurs, on se retrouve juste après cette pause. Bienvenue au Bénin. Paysage verdoyant, relief multiforme, faune et parc naturel, plages ensoleillées, cité balnéaire ultra moderne, rythme au corps, rite au cœur, vestiges et reliques d'une histoire séculaire, brave peuple, biens et personnes sécurisées. Le Bénin, terre de culture. Et voilà, retour en plateau. Mesdames et messieurs, nous vous invitons à présent à suivre nos us et nos coutumes. La femme Peul, elle est très libre dans ce qu'elle veut entreprendre. La femme Peul n'est pas timide, mais elle a la tenue, elle a la retenue. La femme Peul peut juste baisser le regard, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas la capacité de tenir le regard d'un homme et parfois même de dire non. Quand tu vas en transhumance avec ton mari, le matin il part avec les animaux au pâturage, ça fait au soir. Donc ça veut dire que tu restes seul.
La femme peut aussi très tôt, elle apprend à être autonome, mais à avoir aussi la capacité de gérer la peur, de gérer aussi un certain nombre de dangers. Elle participe à la décision, mais ce n'est pas visible. Là où les décisions se font et se prennent, c'est ailleurs. C'est dans la chambre, c'est dans le foyer, c'est à l'intérieur. Et là, quand la femme n'est pas d'accord, elle n'est pas d'accord. Et donc la femme peut là quand même une certaine assurance et on ne la perturbe pas beaucoup. Mais il y a ce qu'on montre parce que il ne faut pas montrer quelque chose de désagréable à l'extérieur. Donc c'est pour ça que on a l'impression que quand tu es avec la femme, tant que le mari ne dit pas, elle ne fera pas. Elle est souvent, même parfois pour la plupart, plus nantie que son mari. Parce que celui qui est nanti, c'est celui qui a la liquidité en permanence. Or, la femme peut là souvent la liquidité. Parce que tous les jours, elle peut amener quelque chose à vendre sur le marché. Quand ils sont en transhumance, imagine un peu un lait qui est partagé entre 20 membres de famille ou 10 membres de famille et que pendant 3-4 mois, c'est une seule personne. Ce n'est pas que quand tu vas revenir, tu vas rendre compte à qui que ce soit. Non, toi qui as été en transhumance, c'est ta propriété. Quand vous rentrez maintenant, les vaches vont être maintenant très en fonction de leur appartenance. C'est plus difficile à la femme de ramener un homme d'une autre ethnie dans certains milieux jusqu'à présent que pour l'homme de ramener une femme d'une autre ethnie. Mais toutes ces lignes bougent. Moi, dans ma famille, dans tout le Bénin, je ne vois pas une ethnie qui n'est pas dans ma famille. J'ai des nièces qui sont mariées dans la Takora, qui sont mariées vers le sud, qui sont mariées même des villages. Avant, quand tu es dans un village, à la périphérie d'un village comme ça, vous pouvez faire 20 ans, 50 ans. Aucun homme n'arrive à prendre une fille de campement. Mais de nos jours, ces barrières sont plus ou moins élevées, quoi. On a de ces mariages maintenant interethniques qui se développent. Et voilà, mesdames et messieurs, on était donc avec les Peuls, la place de la femme chez les Peuls. Mesdames et messieurs, à présent, on va suivre un prénom africain. Absolument. Quel prénom aujourd'hui? Le prénom Akwavi, nous irons chez les Minans découvrir ce prénom-là. D'accord. Juste après ceci, mesdames et messieurs. Le mercredi, en milieu Wachi, Gain ou Ewévé, on appelle ça Kouda ou Koudagbe. Les femmes ou bien les filles qui sont nées les mercredis s'appellent Akwavi. Les hommes s'appellent Kokou ou Kokouvi. Vous prenez les enfants qui sont nés les mercredis, c'est honnêtement des enfants vraiment têtus. Ça, je ne vais pas vous... C'est des enfants têtus. Mon père, par exemple, est né un mercredi, je sais de quoi je parle. Quand je parle de têtus, que je parle de têtus sur toutes ses formes. C'est des gens qui ne reculent devant rien. C'est des gens qui n'aiment pas la honte. Je prends toujours le cas de mon papa. Je dis, les gens, ils sont... Non, laissez tomber. Je sais ce que j'ai enduré, c'est qu'à chaque étape, vous savez vraiment que vous avez affaire à un papa. Je me rappelle que moi, j'ai fait une pagaille en classe, je me rappelle, ça doit être au CM1 ou CM2. Papa est venu me taper devant tout le monde. Il est venu me taper devant tout le monde d'abord. À la maison, il m'a encore tapé le soir. Et il me dit que lui, là,
que la honte, là, ce n'est pas son affaire. Il ne va pas former des enfants qui seront récalcitrants après. Honnêtement, c'est des gens très durs. Des gens, ils veulent les résultats d'abord. Le reste, ce n'est pas leur problème. J'avoue qu'au niveau des femmes, je n'ai pas fait trop de recherches sur elles. C'est vrai, je connais les Akwa. Malheureusement, ma tante qui s'appelle Akwa, par exemple, que je connais, elle n'est pas rigoureuse. Elle n'est pas rigoureuse. Et puis, elle a ce côté sentimentaliste qui fait d'elle une femme exceptionnelle. Je connais aussi une Akwa, on a fait les bancs ensemble. Elle aussi, j'avoue, elle est aussi joviale, elle est sociable. C'est deux êtres différents, mais nés le même jour. Ils sont vraiment respectueux, ça au moins je sais. Ça au moins je sais. Je sais aussi que les trois que j'ai connus, c'est des gens engagés dans leur vie, dans leur tête. Ils sont super engagés dans leur tête. C'est-à-dire, quand ils ont un objectif, ils atteignent tous les objectifs avant de revenir. Pour eux, c'est atteindre l'objectif d'abord avant de penser à autre chose. Sans savoir atteindre l'objectif, ils ne reculent pas. Et voilà, on était donc avec Richard Messan Agbenoba, ressortissant de l'aide culturelle Minan. Et ça se passe encore de tout commentaire. Oui, ça se passe à quoi vie? À la limite, on se demandait s'il faut accoucher ce jour-là. Oui. Vu qu'on dit que les aquavis sont têtus, oui, mais je crois faut-il attendre le lendemain pour accoucher? Chaque prénom a ses qualités, ses défauts. Certainement, il a évoqué les qualités des aquavis également. Ce sera pareil pour les enfants nés lundi, également mardi, jeudi, vendredi, etc. En tout cas, donc, aquavis, bonne arrivée. Et puis, comme vous l'avez dit, ça se passe de... Aquavis, quoi bon? Alors, Jennifer Sativi, aujourd'hui, on va manger. Ça, c'est sûr. Oui, aujourd'hui, on va manger parce que nous sommes dimanche. N'est-ce pas? Tout de suite, la capture, mesdames et messieurs. Et Jennifer nous a proposé du amiwo accompagné de la viande de poulet, n'est-ce pas? De la viande de mouton. Ah, c'est de mouton? Oui. Parce que c'est dans le coin là, on ne voit pas bien, mais c'est de la viande de mouton plutôt avec du bon piment, souvent, notre amiwo, le poulet est l'idéal pour l'accompagner, mais ici, c'est peut-être une innovation, mais heureuse pour l'avoir essayé. En tout cas, moi, je vous le recommande. Pas ce dessin-là, pas cette image-là, mais pour l'avoir essayé, je vous recommande. La viande aussi, hein? Ou bien ce sont les... je n'ai pas vu, je n'ai pas compris la couleur noire qu'il y a autour, là. Bon. La peau est assez noire, hein? Oui, bon, malheureusement, nous ne sommes pas avec celle qui a cuisiné. Il y a certainement des raisons. Peut-être que c'est cramé, peut-être que c'est une partie, une partie qui a naturellement cette couleur aussi. C'est possible. Parfois, il y a de ces morceaux-là qui, lorsque vous les faites frire, ont tendance à un peu être foncés, en tout cas. Tout à fait. En tout cas, c'est tellement beau. C'est l'esthétique qu'il y a autour que j'ai aimé. Oui. C'est assez net, assez nickel. Absolument. Et très bien présenté. Voilà. Et très bien présenté, c'est cela. On en consomme souvent. Hein. Je vais peut-être faire l'essai de manger de la pâte rouge avec la viande de mouton. J'en ai jamais pris, sincèrement. Si ce n'est pas du poisson braisé, ou du poisson frit, c'est la viande de poulet. Oui, parfois du aileron. Hein, ah ben oui, voilà, parfois du aileron. Encore que là, les agents de santé vous diront Oui, ça c'est vrai. Mais franchement, c'est bien beau, c'est bien joli. On espère que la pâte rouge n'a pas eu d'autres... ajouts peut-être. Les femmes savent de quoi nous parlons. Des colorants que certaines personnes utilisent parfois. Oui, malheureusement, surtout les vendeuses. Hein. Ah oui. Malheureusement. Alors là, ça nous met de l'eau à la bouche. Bon matin encore.
Mesdames et messieurs, on est dimanche, hein, il faut être en famille, pourquoi pas. Oui, faites un plat de la miwa, je crois que c'est très bien pour les dimanches. Hein. Ça regroupe souvent, hein, ça regroupe la famille, un peu comme pizza si chez d'autres. C'était une fête en fait, exactement. Vraiment. Mesdames et messieurs, on tend vers la fin de notre émission. Oui. Nous ne l'avons pas eu en début d'émission. Ah oui. Non, mais là, on l'a. Nous avons notre humoriste. Le jingle tout de suite. Et voilà, nous sommes avec Pasteur Zane. C'est pas facile. Pasteur Zane qui se prépare, qui se fait tout beau pour les téléspectateurs. Oui, je vous avais dit que la pluie, là, j'ai l'impression que il y a quelque chose qui veut m'empêcher. Hier et aujourd'hui. Hier et aujourd'hui, tu vois, c'est bizarre. Mais bon, comme c'est les femmes qui sont... Est-ce qu'aujourd'hui encore c'est zonal? C'est vraiment zonal. Parce que j'ai l'impression que quand les femmes, vous êtes à l'animation, là, il y a beaucoup de pluie. N'est-ce pas? Vous êtes en communion, vous êtes la dame nature. Voilà, dans notre langue, on dit la fraîcheur, FIFA. Mais ma femme a dit ne mouillez pas trop les gens. C'est pas bon, tu vois. Bon, voilà, vous savez, moi, je suis toujours là. C'est pour, tu vois, dans la vie, il faut être coach, tu vois. N'est-ce pas? Voilà. Vous êtes coach aussi? Oui, il faut tout le temps, voilà, il faut coacher les gens. Tu sais, si on ne te coach pas, des fois, tu rates certaines choses, tu vois. Dans la vie, quand tu es un homme ou tu es une femme, il faut avoir un coach. Surtout un coach comme moi, c'est très important. Vous êtes sûr de ça? Je suis très sûr. Vous savez le riz que nous faisons là, là, il faut coacher les gens. Pour rire? Des fois, quand vous vous trouvez dans des endroits donnés et que vous riez, on sent la pauvreté dans le riz. Comment cela? On sent la pauvreté. Le riz du pauvre, ça se fait. Je vais vous expliquer. Or, dans la vie, il faut appeler le bonheur. Lorsque vous êtes avec des gens pour trouver le riz, c'est différent. Ça, c'est un riz d'opportunité. C'est un riz d'opportunité. Voilà. Maintenant, en quoi l'opportunité se trouve dans ça? Oui, parce que on veut pas polluer l'environnement. Et l'intéressé qui vous parle, difficilement peut-être que vous avez prêté la veste. Il y a des gens, ils n'ont même pas de trucs. Tu as prêté, tu es là. Et tu regardes. Et du coup, quand tu veux, tu ris. C'est-à-dire, j'ai vu opportunité. C'est-à-dire, quand tu ris, ça c'est agressif. Le rire, c'est agressif. Vraiment. Tu vois, il faut de la douceur. Il faut de la douceur. Ça veut dire argent. Tu vois, là, ça appelle l'argent. Je crois qu'on va essayer de voir si vraiment voilà, tu vois. cela apporte l'argent. Ça, tu vois. Ça, c'est la progression. C'est un riz progressif. Ça, vous progressez dans le riz. Tu vois, voilà. Maintenant, vous faites là, maintenant. Mais quand on veut rire, il faut se libérer quand même. Voilà. Lorsque quelqu'un comme vous va, voilà, quand vous riez, vous vous libérez, vous appelez l'argent. Je suis cher. On sent que pour vous approcher, il faut être solide dans la poche. Il faut avoir de l'argent. C'est comme la belote. Quand une femme rit avec toi, c'est comme la belote. Ceux qui savent jouer la belote, ils le savent. Il y a des endroits où on fait appel. C'est-à-dire, tu n'as pas, avec ton partenaire, tu n'as pas besoin de dire, envoie-moi ça. Quand tu envoies, il sent que tu es en train de l'appeler. Donc la femme, surtout nos femmes africaines, elles ont ce système de riz. Donc dans le riz, tu sens tu passes un message. Voilà, elle te passe un message. Attention. Et quand elle va te dire, là, elle va te dire, oh, attention. C'est dangereux. C'est très, très dangereux. Elle dit, tu es trop faible dans la poche. Tu vois? Donc, c'est très important d'avoir des coachs. Donc, comme moi, j'explique le riz. Tu vois? C'est que, tu vois, dans la vie, si on ne s'en traite pas, c'est pas bon. Un aveugle qui va allumer la lumière à quelqu'un qui voit, il dit, mais attends, toi, tu es aveugle qui met la lumière. Il dit, c'est pas pour moi, c'est pour toi. Moi, je sais que je suis déjà dans l'obscurité. Donc, moi, je te mets la lumière. Donc moi, je suis là pour mettre la lumière. Très important, tu vois. Bon, pour finir, vous savez, un dimanche, c'est souvent compliqué quand vous avez des gens qui piquent une crise. Voilà, et un monsieur
a tendance à exécuter souvent ce qu'il entend à gauche et à droite. Vous savez, avant, pour voir l'orientation, nos parents ont un système pour voir les orientations. On envoie l'enfant à la douche. Ah oui. Ouais, c'est très important. L'orientation. Hein? Oui, si tu veux savoir qu'est-ce que ton enfant fait dans la vie, tu l'envoies à la douche. Si l'enfant, en prenant l'eau et la savonnette, commence par la tête, ça veut dire que cet enfant veut devenir intelligent. Il veut devenir un intellectuel. Très important. Tu comprends? Ça veut dire que sa tête veut tourner. Elle peut être astronaute, elle peut être ministre, elle peut être président, des trucs comme ça. Quand l'enfant commence par les bras, ça c'est un artisan. Ça dit c'est un enfant qui veut devenir une couture, coiffure. Tu vois, elle veut vendre, elle veut faire des trucs. Elle travaille à la main, des trucs qu'on a, voilà, tu vois. Mais quand l'enfant commence par le pied, ça... C'est un footballeur? C'est un footballeur, ou bien c'est un vigile, ou c'est un militaire. Voilà, ça peut être même un footballeur, vigile, quoi, tu vois, mais c'est un travail de pied. D'accord. Tu comprends? Et tu vois, les gens qui font des trucs solides, ça peut être même marcheur. Actuellement, il y a une profession qu'on appelle marcheur. Tu peux être marcheur professionnel. Tu vois, il y a des gens qui marchent, mais au Bénin, on ne les paye pas, mais ailleurs, on les paye. Voilà. Donc, voilà. Donc, du coup, quand un enfant veut commencer, il prend par le ventre. C'est un mangeur? Ça doit être une restaurateur ou restauratrice. Ou c'est quelqu'un qui n'est pas loin du manger. A dit son ventre, c'est très important. Les femmes comme ça, quand tu as cette femme-là à la maison, si c'est une femme, ça varie entre les deux. Mais tu ne manges jamais de rien. Son argent ne va pas au restaurant. Non, elle doit... Et c'est la finalité de ceux-là, elles finissent par devenir restauratrice. Même si elle était ministre dans sa vie, elle devient restauratrice. Donc, voilà un peu et ça, mais à la grande surprise. Et quand on commence par le coup? Mais attendez, je vais venir. Voilà, je vous ai expliqué un peu le schéma. Oui. Donc, ce dernier avait un garçon très turbulent. Il dit, bon, moi, je veux orienter, je vais expérimenter ça. Et il envoie son garçon à la douche. Malheureusement pour lui, le garçon a commencé par le sexe. Il a piqué une crise. Parce que je dis là, ça c'est un schéma qu'il est en train de réfléchir. Si c'est pas un violeur, ça doit être un harceleur. Il dit ça c'est grave. Il a piqué une crise. Donc on est en train de le réveiller là. Donc c'est ça qui perturbe un peu les choses. Non, je crois qu'il faut juste éduquer l'enfant. Tu sais pas, c'est que si l'enfant commence par le sexe. Si. Je n'ose même pas le dire. Ce qui est sûr, si l'enfant trouve à manger dans ça. Ah non, les garçons comme ça, c'est pas pour rien que le chef de l'État est en train de visser les lois maintenant. Si ces garçons-là se retrouvent à la société. Harcèlement grave même. Ou bien. Ça, c'est ce travail-là. On n'a pas encore déterminé sérieusement ce travail. Ce qui est sûr, c'est de l'humour. C'est de l'humour, franchement, c'est juste de l'humour, mesdames et messieurs. Ah ben, ceux qui ont commencé par la tête toujours, peut-être sont artisans aujourd'hui, on ne sait pas. Oui, voilà. Non, artisans, non, ils sont tout le temps intelligents. Hein. Il y a des intellectuels qui sont en même temps artisans. N'est-ce pas? Voilà. Sérieusement. Parce que ce n'est pas un saut métier, l'artisanat. Non, pas du tout. Non, mais c'est l'orientation. Nos arrière-grands-pères, ils n'ont pas besoin d'un coach pour ça. Ils ont l'orientation. Donc, quand l'enfant commence par le sexe, le gars, il a piqué une crise. Donc, on est en train de le réveiller. Là, il veut lui apporter des problèmes à la maison. Parce qu'il y a un garçon qui... Il regarde tous les partis là, c'est pas là que l'enfant... C'est pas là, lui, là. L'enfant là, c'est pas... Il est à suivre de très près. Il est à suivre de très près, c'est très important. Pasteur Zane, mais dites-moi, est-ce que vous aimez bien le miel? Ah ouais, c'est très important le miel. C'est sûr que c'est celui qui fabrique le miel que je n'aime pas. Ah, l'abeille. L'abeille. Eh bien, c'est vrai en plus. Ouais. Il faut toute une protection. Parce que sur le plan traditionnel, avant, ils avaient une manière pour traiter les voleurs. On ne les frappait pas. Le gardien, c'était les abeilles. Quand tu voles, l'abeille vient s'agglutiner autour de tes yeux et ça te ramène jusqu'à, tu vois. Il n'y a plus ça maintenant. Tu vois. Il y a les religions qui sont en train de changer, mais les gens ont gardé ça. Tu vois. Mais si jamais ça te pique le nez. Le nez? Si l'abeille te pique le nez, ah non. Tu dépasses le climatiseur quand tu renfles. Tu as le bruit de ça. Tu as la douleur. Tu as... non, bon, je ne vais même pas décrire. Arrangez-vous pour que l'abeille ne pique pas. Nous n'allons pas parler de l'abeille. C'est du miel. On va parler du miel. Je sais. Là, c'est plus doux. C'est plus doux. Voilà, c'est plus doux. C'est comment on appelle... c'est de l'antibiotique. En plus, voilà. C'est de l'antibiotique. Avec Jennifer, on va voir tout ce qu'il faut comme astuce et tout ce qu'on peut faire avec le miel. Hein. Avec l'aide de notre réalisateur, on va suivre ça juste après ce jingle. Et voilà.
voilà, Jennifer Sativi, on parle du miel et ses astuces aujourd'hui. Oui, nous allons parler plus des astuces en matière de beauté, tout ce qu'on peut faire avec le miel qui est riche en sels minéraux, en vitamines A, B et C. Donc, c'est un ingrédient économique utilisé depuis des millénaires pour ses bienfaits, autant pour la peau que pour les cheveux heureuses. Donc, on peut s'en servir pour faire un baume pour les lèvres toutes douces, pour avoir des lèvres toutes douces. Vous pouvez absolument vous servir du miel également parce que ça apaise la peau sèche et les lèvres gercées. Et c'est un ingrédient régulièrement présent dans les compositions de produits cosmétiques liés à l'hydration. Ça permet de chouchouter les peaux extra-fragiles des lèvres qui est 5 fois plus fine que le reste du visage. Donc, je propose qu'on mise plus sur le miel bio. Et l'astuce consiste à mélanger une cuillère à soupe de miel, 3 cuillères à soupe de cire d'abeille, voilà, on peut en trouver en pharmacie, et 5 cuillères à soupe d'huile de jojoba. La recette idéale est pour soigner les lèvres et les nourrir en profondeur. Vous pouvez faire ce mélange-là et passer sur les lèvres, parfois si vous voulez, comme huile et puis sortir, voilà, huile à lèvres, sortir, vous promener, mais c'est à votre convenance. Mais ce qui est sûr, vous aurez le résultat. Ça, je suis sûre que je ne vous apprends rien, et les téléspectateurs aussi. Le miel comme gommage pour un teint de rêve, le secret pour avoir un teint éclatant, absolument, parce que le miel, c'est à l'exfoliation. Beaucoup de personnes pratiquent cela, et cela empêche l'accumulation des bactéries et l'arrivée des points noirs. Il est nécessaire d'opter pour un gommage 1 à 3 fois par semaine, si vous le voulez, ou soit les samedis ou les dimanches. Juste avec le miel? Ou pas uniquement avec le miel, mais le miel a cette propriété-là qui assainit l'épiderme et les enzymes, voilà, qui sont contenues, clarifie et éclaircit le teint. Ce n'est pas de la dépigmentation, mais votre éclat va ressortir. Vous avez vu la dame tout à l'heure, elle pratiquait avec du sucre, et puis c'est l'idéal. Et le fourmi? Non, mais vous finissez, vous rincez automatiquement heureuse. L'astuce consiste juste à faire votre propre exfoliant en mélangeant du miel et du sucre, environ 1/3 de la quantité du miel que vous avez utilisé. Quand vous mélangez, vous vous rendez compte que c'est un peu pâteux. Là, c'est bon, vous pouvez l'utiliser si vous voulez au visage, mais l'idéal, c'est de le faire sur tout le corps, et vous sentez que le miel part, vous sentez les grumeaux. Et si vous pouvez opter pour le sucre roux, c'est beaucoup plus recommandé. Et je vous assure que si vous respectez cela, au bout de 3 semaines, voire 1 mois déjà, vous allez vous remarquer que votre eau, elle est plus éclatante, votre eau est plus éclatante et beaucoup plus belle. Voilà. Ça peut remplacer alors les pommades gommage ou quoi? Absolument, parce que c'est du 100% naturel. Vous avez moins de risques de produits chimiques, et le résultat, il suffit juste de s'appliquer. Et lorsque vous finissez, vous vous lavez. Je crois que vous devriez essayer. Ou bien, franchement, je suis tout là parce que j'ai jamais su tout ça. Hein. Oui, c'est pour la santé que je sais que le miel est assez utilisé. Il y a beaucoup d'autres astuces, mais malheureusement, le temps ne nous permet pas de tout mais lire. ce que vous avez donné déjà, c'est beaucoup. Hein. C'est beaucoup et c'est intéressant. Mesdames et messieurs, voilà, même Pasteur Zane est d'accord, n'est-ce pas? Oui. Le miel sur votre corps. Bon, ouais, je suis d'accord, mais je vais d'abord étudier mon corps. Parce que si je vais clarifier, ça risque de sortir. La Non, pas du tout. Ça ne sort pas ça. Rassurez-vous. D'accord. Et voilà, mesdames et messieurs, astuce miel pour vous, pour un pot, une très belle peau, le français est délicat, pour une très belle peau, un beau teint éclatant, une peau éclatante. Mesdames et messieurs, dernier virage. Absolument. Nous allons danser. Pasteur Zane est là, Jennifer est là, moi aussi. On va vous accompagner pour une journée dominicale assez intéressante. Voici tout de suite Bessie Zolawadi dans Agbaja. Non, c'est bon. Et voilà, mesdames et messieurs, une journée traditionnellement bien faite, je dirais. Agbaja de Bessie Zolawadi. Nous étions en train d'esquisser, nous continuons encore d'esquisser des pas. C'était très intéressant. Même ceux qui n'aiment pas trop du traditionnel, s'y ont mis et ça a marché. Mesdames et messieurs, c'est donc tout pour cette matinale. On vous souhaite une bonne journée dominicale. Jennifer. Oui, et à la prochaine fois, chers téléspectateurs. Bye bye.